je vais vous présenter mes 10 meilleures lectures à peu près de ce premier semestre 2026 et le choix a été vraiment très difficile à faire. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo très particulière, une vidéo qui est énormément appréciée sur les réseaux sociaux, dans laquelle je vais vous présenter mes 10 meilleures lectures. J'ai un petit peu triché, mais on va dire que c'est ça, mes 10 meilleures lectures faites entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026. Et dans cette période donc de 6 mois, dans ce premier semestre de l'année 2026, j'ai lu 66 livres, ce qui est énorme quand même. J'en parlais un petit peu dans ma vidéo sur le tag de mi-année que je vous remets en barre d'infos, mais j'ai lu 66 livres, donc largement plus que ce que j'espérais. Je vous rappelle que mon objectif annuel c'est de lire 104 livres à peu près 2 par semaine, donc là je l'ai vraiment explosé ce score, donc je suis très contente. Mais donc j'ai dû choisir dans ces 66 livres, comme je vous le disais, mes 10 meilleures lectures, voilà. Et si cette difficulté n'était pas suffisante, je me suis imposée en plus de les classer de la moins bonne lecture à la meilleure lecture. Voilà, c'était très dur, on va pas se cacher que j'ai beaucoup galéré. Je me suis fait une petite liste que je vous montre très brièvement pour pas que vous soyez spoilés. Munissez-vous d'une boisson froide préférée et on va commencer avec mon premier triche. Je tenais juste à préciser que sur ces 10 lectures, c'était assez représentatif de ce que je lisais et ce dont je parlais sur cette chaîne et sur mon compte Instagram. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller vous abonner parce que c'est assez représentatif finalement de qui je suis et de mes goûts, ces livres-là. Il y a 5 livres de fantasy et de science-fiction et 5 livres de littérature plutôt contemporaine ou littérature blanche. Pas d'essai, pas de graphique, un peu à l'image de cette année. Parenthèse fermée. J'ai commencé par une première petite triche, j'ai mis une mention spéciale, un petit bonus, parce que voilà, j'arrivais pas à ne pas le mettre finalement. Il s'agit de ce livre, donc 6 couronnes sauvages d'Holly Race, que j'ai bien aimé. C'est le tome 1 d'une duologie ou d'une trilogie, je sais plus. Il n'y a que le tome 1 qui est paru en français aux éditions ici au label Sabran, donc de Saxus. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers et ce que ça en disait. Après un début assez poussif, j'ai été pris dans l'intrigue et c'est ça pour moi une bonne lecture. C'est une lecture que vous n'avez pas envie de poser, à laquelle vous y repensez, qui vous donne envie finalement de continuer votre lecture. Ici, on est dans une réécriture d'un pan de l'histoire que moi j'aime vraiment beaucoup, à savoir les 6 femmes d'Henri VIII. Dans ce royaume imaginaire inspiré fortement du Royaume-Uni ou de l'Angleterre, on est dans un royaume d'Elben où, a priori, en tout cas c'est ce que dit le roi et la monarchie au sens le plus large, le roi doit avoir 6 épouses pour leur insuffler une sorte de magie et grâce à ça elles vont pouvoir défendre l'entièreté de l'île puisqu'elles sont éparpillées aux 6 coins de l'île. Et là nous en l'occurrence on va suivre Jane Seymour et Boleyn, Anne Boleyn. Les 2 femmes vont découvrir finalement qu'on leur manque, que l'histoire est réécrite pour mieux s'accorder finalement à donner le pouvoir aux hommes et que les hommes, par cette falsification historique, se sont emparés d'un pouvoir qu'elles veulent bien récupérer. Et elles vont jouer de ces divisions féminines qu'on attend d'elles pour tisser en coulisses, j'ai envie de dire, une relation. Je vous laisserai découvrir jusqu'où va cette relation, mais elle est vraiment empreinte de sororité, pour mieux finalement se réapproprier leur pouvoir. On parle beaucoup de religion primaire, primordiale, autour d'une déesse mère liée à la terre que précédemment, dans une histoire oubliée, les habitants et habitantes de ce royaume priaient. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était assez vivant comme lecture. J'ai très hâte de me plonger dans le tome 2. Je vous avoue que je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sort, mais que ça fonctionnait vraiment très bien. Et on arrive maintenant dans le cœur de ce tag en mettant les mots dans l'ordre avec la 10e position, qui est quand même une place vraiment très honorable. Je vous dirai à partir duquel j'ai eu un coup de cœur, mais sachez que c'était quand même très dur de les hiérarchiser. Il s'agit du tome 5 de la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard, parce que je pense que ça a été
une des plus belles conclusions de saga que j'ai pu lire ces derniers temps. Ici, c'est une saga, je vais aller assez vite, j'en ai beaucoup parlé, une saga historique pendant laquelle on va suivre sur un temps assez long, une cinquantaine, soixantaine d'années, une famille britannique bourgeoise. Ça commence à la veille de la Seconde Guerre mondiale et on va les suivre dans leurs péripéties. On suit initialement 3 générations, puis dans les derniers tomes, la 4e aussi. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé de ce qu'elle en faisait, notamment comment elle redonnait la voix aux personnages féminins qui sont souvent pas écoutés et dont on raconte pas leur vie à ces périodes-là. J'ai beaucoup aimé et surtout pourquoi ce tome arrive aussi haut finalement dans ce classement, parce que jamais les autres se sont hissés, je crois, de mémoire, dans ce top 10. C'est parce que j'ai été très touchée par le fait que l'autrice, donc Elizabeth Jane Howard, ait réussi à faire de la maison de Home Place, la maison qu'on suit dès le tome 1 et qui abrite cette famille élargie dès les prémices de la Seconde Guerre mondiale. Cette maison devient finalement le personnage principal du livre et c'est autour de cette maison et autour des enjeux de cette maison que la famille se réunit et se resépare. Par ces moments de réunion familiale très fortes, on a des nouvelles de nos personnages qu'on a accompagnés comme ça dans les 4 premiers tomes. J'ai trouvé ça très bien écrit, très juste comme conclusion. J'ai bien aimé toute la saga, mais vraiment le tome 5 m'a vraiment touchée à ce niveau-là. 9e lecture, il s'agit, je le trouve toujours très beau, donc des Sœurs Blue de Coco Mellors, qui a été traduit par Marie de Prémonville, publié ici aux éditions Calman Lévy. Il faisait partie de ces 12 livres que je voulais découvrir en 2026 et vraiment, je me suis fait confiance sur ce coup-là et j'ai vraiment bien aimé. Je pense que ce livre a souffert, en tout cas ma lecture a souffert du fait que je l'ai mis en pause pour lire d'autres choses par-ci par-là et que si je l'avais enchaîné, il aurait été peut-être plus haut dans mon classement. Une 9e place, c'est déjà très bien parce qu'encore une fois, il y avait 66 livres, donc il s'en sort plutôt bien. Bref, ici on va suivre le destin de 3 sœurs qui ont des destins assez différents et qui vont se retrouver un an après la mort de leur 4e sœur, au moment où l'appartement familial dans lequel elle est morte est mis en vente par leur mère d'une façon très froide, très clinique. Et c'est ce moment-là de cristallisation de leur douleur, de leur rancœur, de leur colère qui va faire que finalement dans tout ça, elles vont réussir à se retrouver. Non pas forcément à se sauver, mais à se retrouver, à renouer un dialogue, renouer des formes de liens. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'elle va explorer toutes ces dynamiques autour du rôle des sœurs dans une fratrie. Mais c'est pas les mêmes liens que quand elles étaient enfants, ni quand elles étaient adolescentes. Ce sont des nouveaux liens maintenant qu'elles sont adultes et qu'elles ont passé plus ou moins avec succès cette période-là du deuil. Et on va aussi beaucoup parler, parce que ces sœurs sont malheureusement pour elles reliées à travers leur histoire familiale, mais aussi leur parcours individuel, par les addictions, que ce soit l'addiction à la drogue, à l'alcool, etc. Donc ici, le deuil va permettre cette transformation, ou en tout cas, on va accompagner nos 3 sœurs sur ce chemin pendant le deuil. Elles s'en sortent pas forcément toujours très bien, c'est pas un happy ending, mais c'est beau parce que c'est réaliste, c'est profond, c'est touchant aussi les relations qu'elles ont entre elles, même quand c'est violent, on sent au fond qu'il y a de l'amour et c'est juste qu'elles ne savent pas faire, qu'elles n'ont pas appris. Ça explore aussi tout ce qui est transmission familiale, la place dans une fratrie. Enfin, il y a des thèmes très forts. J'ai beaucoup aimé leur construction, j'ai beaucoup aimé leur parcours et vraiment je vais aller lire ce que fait cette autrice, même si j'ai l'impression que son autre livre, le seul autre d'ailleurs qui est traduit, qui s'appelle Frankenstein et Cléopâtre, est encore plus étrange que celui-ci et encore plus tourné vers la drogue, les addictions, le sexe. Donc je sais pas trop où je mets les pieds, mais vraiment celui-là j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les drames familiaux, lisez ce livre-là. Et j'ai oublié de préciser, mais la plume est très poétique. Le 8e livre, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, ici publié chez Hauteville. Il était plus haut dans mon top de l'année dernière ou il y a 2 ans quand je l'ai lu. Il était clairement plus haut. Là, il est ici parce que c'est une relecture et donc j'étais pas autant surprise par ce que j'ai pu lire parce qu'en fait, je connaissais l'histoire, il n'y avait qu'un seul élément que je ne connaissais pas. Je vais vous raconter le résumé juste après. Le seul élément que je ne connaissais pas, dont je ne me rappelais pas, c'était le lien qu'il existait entre
la journaliste Monique et Evelyne Hugo. En fait, Evelyne Hugo, par des moyens détournés, propose à Monique Grant d'écrire sa biographie et le prisme qui va être choisi, c'est de raconter finalement les 7 mariages et ce qui seraient les 7 histoires d'amour de cette grande star hollywoodienne des années 50, 40, 50, 60 à peu près, donc de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Evelyne Hugo, c'est une femme magnifique, plantureuse et qui a été le symbole finalement de ces femmes qui avaient un physique avantageux pour percer dans le cinéma. Et Monique Grant, en écrivant cette biographie, elle va creuser tout ça et on va se rendre compte que finalement, l'histoire d'Evelyne Hugo est plus complexe que ça. Elle est plus complexe que ce symbole, qu'elle a vécu des choses inimaginables, qu'elle a travaillé très durement, étonnamment, pour arriver là et que vraiment son histoire a été réécrite à travers ses maris et que finalement elle a souvent été la femme d'eux alors que ça, elle a une carrière beaucoup plus complexe, une personnalité beaucoup plus complexe. C'est un livre qui va parler d'amour sous toutes ses formes, que ce soit l'amour charnel, l'amour quand on est amoureux ou amoureuse d'une personne, mais aussi l'amour vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des amis, de son meilleur ami. C'est très beau et ça s'inscrit très fortement dans une réflexion aussi sur la culture LGBT à Hollywood. J'ai trouvé ça vraiment très fort. C'est pas mon préféré de l'autrice, mais c'est mon deuxième préféré. Encore une fois, en me rappelant de quasiment tout, il reste dans mon top 10 du semestre. Donc c'est pour vous dire la qualité de ce livre-là, la qualité de la plume de Taylor Jenkins Reid qui nous saupoudre comme ça de références féministes et qui nous montre que ça, c'est la norme et que le reste, ce qui serait la norme au sens d'être normal, d'être dans la moyenne statistique, ne l'est pas et qu'on doit changer de société. Bref, lisez, découvrez. Taylor Jenkins Reid. 7e livre, c'est Marcher dans tes pas de Léonore de Recordau. Oui, la littérature blanche est plutôt en bas finalement de ce classement. Mais ce livre-là m'a marqué. Je l'ai acheté, je l'ai lu dans le week-end, quasiment 48 heures. J'ai pleuré à plein de moments. J'avais la larme à l'œil. C'était vraiment très touchant. Je l'ai offert tellement que ce livre m'a marqué. Donc, si vous ne connaissez pas la plume déjà de Léonore de Recordau, vous passez à côté d'une plume extrêmement bien travaillée, touchante, poétique, qui devrait être davantage connue. Là, dans ce texte, Léonore de Recordau va s'appuyer sur son histoire personnelle, puisque il y a une loi qui a été promulguée en Espagne il n'y a pas très longtemps, qui accorde la nationalité espagnole aux descendants de personnes qui ont fui l'Espagne et donc perdu la nationalité espagnole du fait de la guerre civile et du franquisme. Sa famille, à elle, a fui notamment sa grand-mère avec ses enfants, donc son père à Léonore de Recordau, a fui le Pays Basque pour arriver en France et échapper au franquisme et à la guerre civile tout d'abord. Et elle aurait pu être espagnole, elle aurait pu naître au Pays Basque espagnol. Et du fait de cette loi-là, elle va convoquer la figure de cette grand-mère qu'elle connaît très peu et dont elle n'a pas forcément des souvenirs très précis et très joyeux avec elle. Elle va convoquer cette figure d'une femme qui gagne à être reconnue parce qu'elle a vécu un parcours extrêmement difficile, mais qui n'est pas une héroïne dans le sens de ces personnes qu'on glorifie pour des faits d'armes exceptionnels. C'est une héroïne de la vie de tous les jours, si vous me passez cette expression. C'est une femme qui a émigré, qui allait dans un pays dont elle ne parlait absolument pas la langue, avec ses 3 fils pour échapper à la montée d'un régime d'extrême droite très autoritaire. Et en ça, c'est une héroïne. Donc elle va convoquer ça, elle va narrer de manière fictionnelle du coup l'histoire de cette famille. Elle va aussi s'interroger sur le lien et la transmission intergénérationnelle, sur sa légitimité à se sentir ou pas espagnole. Et en même temps, elle va nous raconter une partie de l'histoire du Pays Basque espagnol et notamment du travail autour de la langue basque. Bref, c'était très beau. Moi, c'est une période que je connais plutôt bien, mais j'ai appris des choses, notamment sur le Pays Basque, et encore une fois, c'est la plume qui m'a bouleversée. J'aimerais bien pour l'année 2026 là, qui va avancer, ou 2027, découvrir davantage de textes de cette autrice parce qu'à chaque fois, c'est des très bonnes lectures. Et là, vraiment, on a frôlé le coup de cœur. 6e livre, mon top 6 de ce premier semestre 2026. Ça fait beaucoup de 6, mais c'est
moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, ici publié chez Stock. C'est un classique de la littérature belge francophone que j'ai eu le plaisir de découvrir. La jaquette fait que bouger cette année. En tout début d'année, je vous remettrai le vlog à l'écran. J'ai beaucoup aimé. C'est un livre du coup de science-fiction dystopique, mais tellement un classique finalement que je comprends qu'il ressorte maintenant. Il a eu un second souffle du fait d'une traduction et d'une polémique, il me semble, sur le titre anglais aux États-Unis. Et donc c'est comme ça qu'il nous est revenu et qui a été remis sur le devant de la scène. Bref, un banger. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Une plume aussi surprenante, bien travaillée et des idées éminemment féministes, ne serait-ce que par le parcours de ce livre avant même de vous narrer l'histoire. Ça va vous plaire si vous aimez ces grandes histoires-là. L'histoire est un petit peu plus compliquée à raconter parce qu'on va suivre une jeune femme. Je sais pas si elle a un nom, je crois pas, qui est enfermée au milieu de 40 autres femmes, enfermées dans une sorte de cage. Elles sont nourries, logées, blanchies, donc elles sont emprisonnées. On ne sait pas pourquoi elles sont emprisonnées, ni par qui. Elles n'ont aucune relation avec leur geôlier. Et en même temps, elles ne sont pas affamées. On prend un minimum soin d'elles, mais elles sont quand même restreintes dans leurs besoins physiologiques. Donc c'est assez surprenant. Et donc notre héroïne, elle a connu que ça. Elle ne se rappelle pas du temps d'avant. Les autres femmes s'en rappellent un petit peu. Elles ont quelques bribes du monde avant cette cage. Mais elle est comme née dans cette cage-là. Jusqu'au jour où la porte s'ouvre, il n'y a plus de gardien et elles peuvent partir. Là, on a une deuxième moitié d'histoire, je dirais, où on va en fait nous narrer cet exil, cette recherche finalement de connaissance, de compréhension du monde. Elles ne savent pas où elles sont, elles ne savent pas pourquoi la griffe est ouverte, elles ne savent pas ce qui s'est passé quand elles étaient emmurées, encagées, emprisonnées. Elles ne savent pas elles savent rien finalement, elles sont juste livrées à elles-mêmes, totalement larguées et seules. Ce sont les seules qui ont survécu et elles essayent de créer une colonie qui du coup doit être quasiment autosuffisante et on a de nouvelles relations qui se tissent entre elles, entre des fois des besoins contradictoires, des envies différentes. Bref, c'était très très beau et il n'y a pas un seul homme qui prend part dans ce récit à part en toile de fond au tout début Les Gardiens, d'où le titre du livre. Et c'est le premier livre, et c'est en ça où c'est très féministe. En fait, c'est un des premiers livres où il n'y avait pas d'hommes dans le livre et où les hommes n'ont aucune utilité. Elles s'en sortent très bien, même mieux sont les hommes qui les ont emprisonnés. Bref, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé également que la plume, et comme quasiment tous les livres que je vais vous présenter dans ce top 10, mais la plume était très belle. Vraiment, il y a des moments où ça se dévore et j'étais là, non, je veux pas le dévorer parce que je veux le savourer davantage, je veux rester dans l'histoire. Bref, une très bonne lecture qui, en plus, a mis du temps à maturer et à être autant apprécié dans mon esprit, donc c'est vraiment très chouette. J'aime bien quand les textes continuent à vivre en moi un petit moment après que j'ai reposé le texte. On arrive dans le top 5 et là vraiment c'était difficile. Il y a encore une petite triche à un moment donné, vous m'excuserez, qui va apparaître parce que vraiment sinon c'était trop dur. Je précise que comme ce début d'année a été marqué par ma volonté en continuité avec ce que je faisais fin 2025 de finir des sagas et d'avancer des sagas, en fait il y a beaucoup de tomes de fin de saga ou de, on va dire, milieu de saga au sens large, mais sachez que je vous recommande toute la saga. Voilà, posons les points sur les i. Toutes les sagas que je vais vous présenter ici, il faut que vous les découvriez. En fait, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est pas le dernier tome, mais quasiment, parce que c'est le dernier qui est traduit en français. C'est Sur la Lune de Marie Robinette Kowal. Là, je vais être assez courte sur ce texte parce que c'est un tome 3, mais sachez que c'est mon préféré de la saga. Voilà, on est sur un thriller sur la Lune, rien de plus. Je vous lis peut-être le résumé, comme ça sera plus simple à vous résumer sans vous spoiler forcément ce qui s'est passé dans les autres tomes, et puis j'en ai déjà longuement parlé. Donc on nous dit, sur Terre, la situation est critique, le climat se détériore inexorablement et les tensions politiques s'accroissent. Une coalition internationale espère envoyer le plus de gens possible sur Mars avant que la planète bleue ne devienne inhabitable. Mais il est évident que tout le monde ne pourra pas partir. Les manifestations contre le projet de conquête spatiale virent à l'émeute et des tentatives de sabotage des fusées sont mises au jour. Le FBI craint désormais un attentat de grande ampleur visant la colonie lunaire, première étape vers Mars, ce qui condamnerait définitivement le programme spatial. Donc là, en gros, il y a une enquête sur la Lune pour découvrir qui a saboté les appareils, en gros, et ça fait référence à un groupuscule qu'il y a sur Terre qui voudrait mettre fin
pour des raisons que je vous laisserai découvrir à ce programme spatial. Nous, on va suivre Nicole, qui est tiraillée entre ses devoirs de femme d'eux, puisque son mari est sénateur, je crois. Bref, il a un poste politique et son métier à elle qui est d'être astronaute et elle veut repartir sur la Lune et aider à la constitution de cette colonie lunaire. Nicole, c'est une femme plutôt âgée, elle a entre 50 et 60 ans, je crois. Donc ça, c'est très chouette d'avoir un personnage de cet âge-là, une femme de cet âge-là en héroïne du roman. Comme je vous disais, il y a un côté thriller enquête qui est très palpitant et page-turner et les thèmes, comme toute la saga, c'est une saga qui se veut profondément féministe, antiraciste et du coup là avec le personnage de Nicole aussi anti-agiste et qui a très bien compris l'intersectionnalité de ces causes puisqu'on va avoir des croisements de ces variables et donc on va parler des situations particulières, par exemple des femmes racisées aux États-Unis et dans ce corps plus restreint d'astronautes. Bref, une saga banger à découvrir absolument. Le tome 4, voilà. L'Assassin Royal, Le Fou et l'Assassin, le tome 1. Je savais que j'avais bien fait d'attendre et de le lire que au moment où j'en avais réellement envie et où ça me démangeait parce que ça a été un coup de cœur. J'ai pleuré sur mon balcon. Je suis très triste de ce qui s'est passé. Sachez que j'ai lu aussi le tome 2 en juillet, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans ce tome 10. Peut-être qu'il aurait été, je ne sais pas. Je n'ai pas encore réfléchi à ça, vous ne m'en voudrez pas. Soit ce tome 1 était incroyable, c'était un coup de cœur. En fait, dans l'Assassin Royal, j'aime énormément les arcs de l'Assassin Royal. Pas vraiment les Aventuriers de la Mer et encore moins la Cité des Anciens, mais vraiment, je trouve qu'on a du bon Assassin Royal avec ça. On a du très bon Robin Hobb et c'est à la hauteur de mes espérances. Je pouvais pas te dire plus, j'en attendais vraiment beaucoup. C'est les 6 derniers tomes, donc le dernier arc qui vient clôturer toute cette saga là que je me traîne avec plaisir, plus ou moins, en fonction des arcs depuis peut-être 3 ou 4 ans en vrai. C'était à la hauteur, il s'est passé des choses incroyables. Moi, je suis toujours traumatisée. Pour vous dire à quel point c'était trop bien. Je peux pas vous en dire plus finalement sur le récit parce que finalement j'ai peur que ça vous spoil les arcs de la Saint-Royal. Mais tellement que j'étais à fond, j'ai voulu enchaîner directement avec le tome 2. J'ai attendu, j'ai lu le tome 2 là depuis. J'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 3. Donc peut-être que je vais faire ça. Bref, c'était trop bien. Et c'est mon rappel pour vous dire d'aller découvrir cette saga si ce n'est pas encore fait. Et n'ayez pas peur de la longueur de cette saga. Ça se dévore. On arrive dans le top 3 final déjà. Oh là là. Vous êtes prêts, je pense, vous le savez, vous l'attendez. C'était forcément, il allait être à un moment donné. Les Carmidor, le tome 3 d'Olivia Gomez. Le tome 1 et 2 étaient dans mon top final de l'année dernière 2025. Je sais pas si le tome 1 n'était pas ma meilleure lecture même de 2025 pour vous dire à quel point cette série, je l'adore. Pourquoi il n'est pas plus haut ? Parce que les 2 autres lectures que j'ai à vous présenter étaient encore mieux, ce qui est peu dire, mais surtout parce que ça devient difficile de juger tome après tome, et c'est pas la même chose quand vous lisez un tome 1 et vous découvrez une saga et que vous êtes empressé de continuer, alors que là vous savez où vous mettez les pieds. Donc je trouve ça plus dur d'être le coup de cœur absolu quand vous savez où vous mettez les pieds. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment très chouette. Est-ce que j'ai besoin de vous reparler des Carmidor ? Je sais pas, je ne pense pas. Sachez que j'ai un projet, c'est que quand je les aurai lus tous une fois, ça sera de les relire en les enchaînant pour voir un petit peu. Je pense qu'à chaque fois il y a des petits détails que j'oublie et donc comme ça j'aurai vraiment une vue fine, alignée, continue, je ne sais pas quel adjectif employer, de cette saga. Donc saga en 5 tomes dont le tome 4 a été annoncé pour début janvier. Donc dépêchez-vous d'aller découvrir cette saga si ce n'est pas déjà fait. On est ici dans une saga de géopolitique, c'est clairement le mot. On a des familles, notamment les Carmidor, une famille d'insulaires qui se sont alliés avec d'autres nobles du royaume. C'est le début du tome 1 ça, pour déchoir, on dit comme ça, on va dire que oui, le roi du royaume, finalement, de leur royaume. Et celui-ci meurt et sa fille part en exil dans un royaume voisin, plus ou moins allié de sa famille. Donc on a des machinations politiques là-dedans. Ça peut ressembler par certains aspects à Game of Thrones, mais là où je trouve que c'est mieux que Game of Thrones, et je vous parle d'une personne qui est en train aussi de découvrir Game of Thrones, et jamais Game of Thrones a été dans mon top 10, désolé, c'est que là, les personnages féminins ont une agentivité. Ce ne sont pas juste des objets sexuels comme on peut avoir dans GOT, pas du tout. Ici, elles ont une agentivité, c'est-à-dire qu'elles agissent plus ou moins bien, elles sont complexes, elles ont leurs défauts mais aussi leurs traits forts, leurs points d'appui. Elles jouent leur partition avec les pièces qu'elles ont. Des fois, ça ne marche pas, des fois, ça marche avec brio. Bref, c'est nuancé et surtout, elles sont maltraitées. On a peur pour elles, pour les hommes aussi, hein, mais on s'attache à ces héroïnes
Et c'est intéressant comment les diverses femmes montrent une fresque de rôle féminin qui est imposée aux femmes dans nos sociétés. Bref, j'ai beaucoup aimé. Jorda Carmidor, c'est un de mes personnages préférés depuis un long moment. Voilà, si vous étiez là au moment où je parlais de la roue du temps, sachez qu'elle égale finalement Moiraine Sedai dans la roue du temps. À peu près. Mais on est à ce stade-là vraiment à tel point que j'aime cette saga. Découvrez-la, lisez les Carmidor. Moi j'ai trop hâte, c'est que les tomes suivants sortent. Ma deuxième meilleure lecture, je vous en ai parlé dans mon tag de mi-année, là le Mid-Year Freakout Tag, c'est Les fantômes de Shewater de Charlotte McConaghy, traduit de l'anglais Australie par Marie Chabin et publié aux éditions Actes Sud chez Gaïa. Je crois qu'il a remporté tellement de prix ce livre en librairie. Bref, c'est un banger. Cette autrice est une de mes très bonnes découvertes de ces derniers mois. Allez, à peu près une année à tout casser. Une année parce que je crois que j'ai lu Je pleure encore la beauté du monde à peu près à cette période-là, l'année dernière. Bref, c'est son meilleur. J'en ai lu que 2 sur les 3 qu'elle a écrits, mais celui-là, c'est mon préféré. Je pense qu'il fait assez l'unanimité pour que je puisse affirmer ça assez facilement. Ici, on est dans une île un petit peu paumée où il n'y a pas d'habitants à part une famille, donc le père et ses 3 enfants, dont 2 adolescentes. Et eux ont comme mission de protéger la banque de semences. C'est une banque de graines pour être replantée en cas de catastrophe finalement naturelle liée au réchauffement climatique. Si vous avez de l'éco-anxiété, ce livre peut être difficile à lire. Et un beau matin, un beau jour, je ne sais pas si c'est un matin ou pas, mais un beau jour, il y a une dame qui débarque un peu de nulle part pour enquêter sur la disparition de son mari qui aurait été scientifique sur cette île-là. On sent qu'il y a des non-dits, des secrets importants, que ce soit entre les membres de cette famille, mais aussi entre cette famille et cette femme. Elle ment sur ses intentions. La famille ment sur ce qui est arrivé à son mari. Et au milieu de tout ça, en toile de fond, mais c'est finalement le sujet principal du livre, c'est l'écologie. C'est la planète qu'on est en train de saccager. C'est ce cri vivant, que ce soit sur cette île perdue en Antarctique ou on va parler des feux de forêt dans le nord de l'Amérique. C'est ce cri pour la préservation de l'environnement, pour cet engagement écologique qui est en fait la trame de fond de ce texte. C'était vraiment très chouette. Je me revois le lire et me dire: t'es fatiguée Aurélie, il faut que t'ailles te coucher parce qu'en fait là t'es plus capable de comprendre ce que tu lis. Et en même temps je suis là, non, je veux continuer à lire, c'est pas grave si je dors pas de la nuit pour continuer à le lire. Et on parle d'une personne qui adore dormir. Voilà, donc ça prouve la qualité de ce texte-là. Lisez-le, c'est vraiment incroyable. Il me faut d'autres Charlotte McConaghy pour les prochains mois à venir. Et je vous avais parlé d'une petite tricherie, elle n'est pas encore apparue, elle va apparaître maintenant, le top 1. En fait, j'ai pas réussi à trancher. Ça a compliqué tout le top si je mettais le tome 2, parce qu'en fait, j'ai lu 2 des 3 tomes de cette saga, c'est une trilogie. Je vous donne des mots-clés, vous allez trouver au fur et à mesure. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si là, vous aviez déjà trouvé avant que je montre les livres. Donc, j'ai lu les 2 tomes d'une trilogie que j'ai adoré. Les 2 méritent de figurer dans ce top 10. Sauf que si je les regroupais pas, il fallait enlever un de ces livres-là. Et je trouvais ça pas très juste finalement. Donc j'ai décidé de les mettre en même temps. Je vais vous montrer les 2. C'est le tome 1 et le tome 2 des Os Émeraudes de Fondali, donc La Cité de Jade et La Guerre du Jade. J'ai très hâte de lire le tome 3 et en fait en les portant je me rends compte à quel point le tome 2 est plus lourd que le tome 1. Que vous dire sur cette saga? C'est incroyable, vraiment, j'ai tout aimé. En fait, je ne m'attendais pas à autant aimer et ça a été une énorme claque, notamment sur la construction du world building, sur la construction des personnages, sur les thèmes abordés, sur la géopolitique, notamment dans le tome 2, sur les liens entre les personnages. Bref, en plus, nos personnages, ils sont martyrisés. Vous avez peur parce qu'à tout moment, ils peuvent mourir. Et moi, un de mes personnages préférés est mort. Donc j'étais dévastée, vraiment. Je me suis attachée à eux, je vivais avec eux. Et le premier tome fait 650 pages, le deuxième 800 et le troisième quasiment 1000. Et bien croyez-moi, je ne vois pas le temps passer, vu comme c'est trop addictif. Donc on est dans une ville d'inspiration, dans une île d'inspiration japonaise qui s'appelle le Jeloun, et dans cette ville il y a 2 clans qui s'affrontent, notamment le clan Sansim et le clan de la montagne. Nous on va suivre principalement le clan Sansim qui est composé d'une famille avec 3 enfants. C'est eux qu'on va suivre, c'est eux nos personnages principaux. Et ces 2 clans s'affrontent pour la maîtrise du jade, d'où la couleur et le titre du livre. Le jade, c'est une pierre précieuse qui donne
assez détenteurs, détentrices, des capacités supplémentaires ou qui plutôt exacerbent leur capacité notamment de force, de perception, etc. Donc c'est assez intéressant et ça fait d'eux des guerriers d'émeraude avec tout un code d'honneur à respecter. Ici on est clairement dans de l'urban fantasy. Les deux clans s'affrontent pour le contrôle de ce marché et à l'instar des clans mafieux d'Italie notamment, peut-être aussi des yakuza au Japon, je n'y connais pas suffisamment. Une partie de la ville est sous leur contrôle et ils doivent protection aux citoyens qui payent un tribut pour avoir leur protection. Donc il y a toutes ces relations-là qui sont décrites. Bref, une saga banger, je vais lire le tome 3 cet été. Je suis très très triste de quitter cet univers, vraiment je m'en remets pas. Dire à quel point maintenant j'ai hâte, j'aime cet univers, c'est que je vais peut-être lire les préquels en anglais, c'est pour dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce top 10 vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quelles ont été pour vous vos meilleures lectures de ce début d'année. Cela peut faire même l'objet de la recommandation que vous pouvez mettre dans le pot. Je vous rappelle que pour chaque commentaire, vous pouvez m'écrire la recommandation de votre choix que je mettrai dedans avant de le piocher, j'espère, à la fin du trimestre et lire ça en vlog. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu de tout cœur. Vraiment, n'hésitez pas à commenter avec votre top 10 et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vraiment, ça me touche à chaque fois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir tous vos retours. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et en attendant, faites de bonnes lectures. Au revoir.